L'Iran tue son peuple dans la rue et coupe l'accès pour empêcher le monde de voir. Des milliers d'arrestations, des médecins alertent sur des morts massives et une coupure quasi totale d'Internet. Cela rend la violence de masse plausible à nier. Et que fait la communauté internationale? Après 3 semaines, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies tient enfin une session d'urgence. Muni d'un texte que les tyrans aiment, respecter la souveraineté, prôner la retenue, exiger la coopération, promettre plus d'enquêtes, comme si le régime allait s'enquêter lui-même. Pendant ce temps, l'Iran siège en fait au comité consultatif du Conseil. Ce n'est pas qu'une histoire iranienne, c'est aussi un test pour l'ordre mondial. D'après 1945, l'Organisation des Nations Unies protège-t-elle vraiment la vie humaine ou reste-t-elle une scène d'indignation sélective alors que les corps s'accumulent? Les Perses en Iran, les Kurdes, les Druzes et d'autres minorités en Syrie. Le Moyen-Orient approche d'un tournant, révélant les limites d'une gouvernance mondiale axée sur les procédures plutôt que sur les résultats. Parlons-en davantage. Je suis Ilana Maisel Diamant et voici le droit fondamental. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies est un vaste système composé d'organisations financées à hauteur de dizaines de milliards de dollars chaque année par les grandes puissances mondiales, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon et l'Allemagne. Ces activités couvrent le monde, des missions de paix au programme de développement et à l'élaboration de normes internationales souvent ignorées par les États membres. Mais en 1945, la mission principale était simple. Il s'agissait de prévenir les catastrophes grâce à la sécurité collective. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies reposait sur l'idée des 4 policiers de Roosevelt. États-Unis, Royaume-Uni, Union des républiques socialistes soviétiques et Chine devaient maintenir la paix dans leur zone. Churchill a insisté pour inclure la France, aboutissant à un Conseil de sécurité avec membres permanents et tournants, doté d'un droit de veto pour maintenir la paix. Avec une assemblée générale, chaque État a une voix égale. À l'origine, l'Organisation des Nations Unies reflétait le consensus occidental, mais la décolonisation a ensuite rempli l'Assemblée générale de nouveaux États. De nombreux pays ont rejoint le bloc soviétique ou les non-alignés, souvent opposés aux intérêts démocratiques. Au fil du temps, des blocs de vote ont émergé, exerçant une pression sur les puissances occidentales financeuses. Ainsi, dans sa recherche de paix, l'Organisation des Nations Unies a été créée pour être contrôlée par des superpuissances rivales et représenter les préférences nationales du monde entier. Mais quand les intérêts diffèrent, la paralysie et l'application sélective reviennent sans cesse. Rwanda, 1994. L'Organisation des Nations Unies a retiré les casques bleus au début du génocide, causant plus de 800 000 morts. Malgré les alertes du commandant de la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda sur les stocks d'armes et la violence à venir, l'Organisation des Nations Unies a refusé d'intervenir. À Srebrenica, 95 casques bleus sont restés passifs, alors que plus de 8000 hommes et garçons musulmans ont été exécutés dans une zone déclarée sécurisée par l'Organisation des Nations Unies. La Syrie, la Russie et la Chine ont souvent opposé leur veto aux sanctions et à l'aide humanitaire, alors que des centaines de milliers de personnes mouraient. Concernant l'Iran, des dizaines de résolutions de l'Assemblée générale ont critiqué le régime sur les droits de l'homme, dont une adoptée en décembre dernier, alors que son représentant siégeait déjà au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Cette résolution félicite la coopération de l'Iran avec différentes instances de l'Organisation des Nations Unies, puis elle condamne l'utilisation généralisée et systémique des arrestations arbitraires, la répression ciblée des femmes et des filles, ainsi que la criminalisation de la dissidence. La résolution complète est en réalité un aperçu assez révélateur de ce qui allait suivre à peine une semaine après sa publication. L'écart entre discours et résultats est particulièrement visible dans le processus nucléaire de l'Organisation des Nations Unies depuis 20 ans. Dès 2006, le Conseil de sécurité a multiplié les résolutions et sanctions contre l'Iran. L'Iran a contourné l'accord de 15, normalisé l'enrichissement et promis un encadrement, qui n'a pas eu lieu après le retrait des États-Unis. En 2018, l'Iran a enfreint toutes les limites précédemment acceptées et, en octobre 2023, son uranium enrichi dépassait ses seuils de 22 fois. En mai 2025, le stock d'uranium enrichi à 60% de l'Iran a dépassé 400 kg juste sous le seuil militaire, suffisant pour plusieurs armes nucléaires s'il était enrichi davantage. Après 20 ans d'inquiétude et de sanctions, l'Iran était plus proche que jamais d'obtenir la bombe.
Nous savons tous ce qui a changé la donne. En juin, une frappe américano-israélienne aurait, selon certains rapports, retardé de plusieurs années le programme nucléaire en visant des installations nucléaires. Maintenant, pour être juste, les manifestations actuelles résultent de la pression économique des sanctions du Conseil de sécurité contre l'enrichissement iranien et l'usage de missiles balistiques. Nous verrons bientôt leur effet final. Évoquons rapidement le parti pris de cet organisme, un sujet familier, Israël étant l'exemple évident. En 1975, à peine 30 ans après l'Holocauste et moins de 30 ans après que l'Organisation des Nations Unies a reconnu l'État, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3.3.7.9. Le sionisme est du racisme, ce qui est resté la doctrine de l'Organisation des Nations Unies pendant 16 ans jusqu'à son abrogation en 1991, mais le schéma de discrimination a continué. Depuis 2006, Israël a reçu plus de condamnations au Conseil des droits de l'homme que la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie réunies. C'est le seul pays avec un point permanent à l'ordre du jour, donc ciblé automatiquement à chaque session, et l'Assemblée générale maintient ce déséquilibre. Rien que l'année dernière, Israël a reçu 15 résolutions critiques, contre 11 pour le reste du monde entier, et puis il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec 16 résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils ont appelé le mont du Temple par des noms islamiques, mis le mur occidental entre guillemets et présenté le tombeau de Rachel et la grotte des patriarches comme des sites palestiniens. La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a prévenu que nier une tradition juive, chrétienne ou musulmane nuit à l'intégrité du site, notamment en effaçant les liens juifs et chrétiens. D'accord. Les Israéliens oublient souvent que l'instrumentalisation de l'Organisation des Nations Unies est une caractéristique, non un défaut, et dépasse le cas d'Israël. En 2006, la Commission des droits de l'homme avait été largement récupérée par les dictatures. La Libye de Kadhafi a même présidé, obligeant l'Organisation des Nations Unies à la dissoudre pour créer le Conseil des droits de l'homme. Quel a été le résultat? Un organisme où des pays considérés comme non libres ou partiellement libres par Freedom House détiennent une représentation significative. Quand on a demandé au Conseil de débattre du traitement des Ouïghours par la Chine en 2022, il a voté non. Alors que des Iraniens étaient massacrés, les experts indépendants de l'Organisation des Nations Unies chargés des droits de l'homme sont restés largement silencieux pendant des semaines. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ces experts ne peuvent pas agir rapidement. 2 jours après l'opération israélienne du 24 septembre contre le Hezbollah, 22 experts de l'Organisation des Nations Unies ont condamné Israël. 2 jours après une frappe israélienne ayant provoqué un incendie à Gaza en mai, 24 experts de l'Organisation des Nations Unies ont exigé une action internationale décisive. La réaction à l'extradition de Maduro a mis 4 jours, je crois. Mais il a fallu plus de 2 semaines et demie pour dire un mot vraiment significatif sur des milliers d'Iraniens massacrés dans les rues. Ces disparités montrent une indignation morale sélective, portée par les intérêts opposés des États membres et du Conseil de sécurité. Ce n'est guère une formule pour la paix dans le monde, et c'est peut-être même le moteur de conflits supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies débat, les Iraniens paient le prix, les forces de sécurité tirent à balles réelles. Ils ont mené des descentes dans les hôpitaux pour arrêter des blessés. Les rapports vérifiés font état de forces achevant des blessés dans les rues et établissements médicaux. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a publiquement appelé à des procès et exécutions rapides, déclarant « Si nous voulons agir, faisons-le vite ». Si cela prend 2 ou 3 mois, l'effet n'est plus le même. Des manifestants ont été accusés de s'opposer à Dieu. C'est un crime passible de la peine de mort. Où sont nos institutions internationales tant vantées? Où est le monde libre maintenant? L'Organisation des Nations Unies était censée prévenir les atrocités par une action collective. C'est devenu une scène de condamnation de façade. Des mots forts quand c'est politiquement commode, le silence quand agir coûte cher. Au nom de l'inclusion de toutes les voix, l'Occident légitime des régimes qui considèrent la vie humaine comme jetable. Nous avons permis à l'idée d'une communauté mondiale de devenir un bouclier pour les tyrans, et cette dure réalité est devenue de plus en plus évidente. Qu'on le veuille ou non, ce mois-ci nous a donné encore plus de raisons de nous interroger sur l'avenir de cette architecture mondiale dépassée et quelque peu utopique. Qu'il s'agisse de l'extradition de Maduro ou de la création d'un rival à l'Organisation des Nations Unies via le Conseil de paix de Gaza de Trump, la question demeure.
jusqu'à la destruction par Israël d'un ancien complexe de l'UNRWA à Jérusalem, un acte symbolique important contre une organisation accusée d'utiliser ses ressources et son personnel pour soutenir le terrorisme. Nous approfondirons ce sujet dans de prochaines émissions, mais pour l'instant, le peuple iranien a tout risqué pour exiger le changement. Ils méritent un soutien international à la hauteur de leur courage, pas seulement des mots. Alors que le Moyen-Orient est en tension et que la légitimité du droit international est de plus en plus remise en question. Nous devons être lucides sur ce que ces institutions peuvent et ne peuvent pas faire et sur les ajustements et actions que cela exige de la part des pays individuellement. Ceux qui veulent mettre fin à cette histoire de douleur et de mal, puissent les Iraniens obtenir bientôt le monde pour lequel ils se sont sacrifiés.